Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On vient de vous parler de Troisième Service qui parle du milieu de la restauration. Et de plus en plus au Québec, on voit des chefs, des gens qui, Simon Poulain s'intéresse à notre patrimoine aussi, à des produits, des fruits, légumes, des semences d'ici. Mm-hmm. Et un nouveau livre à ce sujet vient de paraître. Presque chaque année, depuis que j'ai commencé à être avec vous à Épilogue, je fais mon printemps avec au moins un livre de plantes. L'année passée, c'était avec Mathieu Hodgson qu'on avait reçu aussi en entrevue. Puis là, on est déjà en mars, il pleut aujourd'hui, la neige commence à fondre. Puis pour les jardiniers, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à nous faire fondre notre petit cœur de jardinier parce que là, on se dit, ça nous prendrait des semis, ça nous prendrait des boutures. Fait qu'on commence à feuilleter les catalogues de semences. Mais je vous dirais, cette année, au lieu de commencer par ça, j'ai une suggestion. Je vous dirais, pourquoi pas aller vers un petit livre un peu différent qui est tout juste sorti, là, il y a 5 jours, c'était le 3 mars. Un petit bijou, je trouve, quand même, de référence, d'histoire. Ça se lit bien sur le bord sur sa table de chevet, là, on laisse ça traîner. Puis chaque soir, on en lit une autre histoire. Très, très belles histoires, donc, de nos végétaux menacés. Ça s'appelle vraiment, au complet, Cultiver la mémoire. Les belles histoires de nos végétaux menacés, pour ne pas le répéter. C'est signé par la spécialiste de la semence au Québec. C'est comme ça qu'on la nomme partout, là. Lynn Bellemare, mais magnifiquement illustrée par Anouk Noël, je dois le dire. Alors, son précédent ouvrage était chez Éco-Société et on peut se tromper en lisant, en cherchant, parce que Cultiver la mémoire, c'est aussi le titre de son précédent ouvrage, mais c'est le deuxième sous-titre, comment qu'on l'appellerait avec les 2 points, donc la suite de son titre qui change à ce moment-là. Chez Éco-Société, c'était un manuel de combat technique, là. On apprenait vraiment comment faire. En fait, il y avait comme une déclaration d'amour à notre identité puis à la survie de nos végétaux. Donc, c'était un peu plus carré. Cette fois-ci, on est plus dans le conte. Je vais sûrement le répéter, là. Donc, c'est ça. Mais parlons peut-être, avant de parler du livre de Lynn Bellemare. Lynn Bellemare, si vous la connaissez un peu moins, une horticultrice, une militante, une chercheuse de trésors végétaux ici au Québec, assez bien connue quand on fouille, comme je le disais. Elle a passé 10 ans à coordonner le volet francophone de Semences du patrimoine Canada. Je l'ai déjà interviewé pour le magazine Continuité, magazine de patrimoine. Femme extrêmement sympathique. Vois-tu? C'est ça qui est intéressant. Il y a des liens partout. Mm-hmm. Vraiment, là, elle est là. Puis là, elle a fondé, avant de fonder son entreprise, elle avait été coordonnatrice. Donc, son entreprise qui s'appelle toujours Terre Promise, mais pour laquelle elle a travaillé un petit peu moins, semble-t-il. Elle le dit dans le livre, puisqu'elle est un peu victime de la maladie de Lyme, malheureusement, et puis ça l'affaiblit. Par contre, elle continue à écrire. C'est vraiment sa vocation, dit-elle, là, pour les prochaines années, d'écrire, faire connaître les histoires des plantes. Donc, il faut s'imaginer, quand je lisais beaucoup sur elle pour préparer cette chronique, puis une femme qui parcourt toutes les régions du Québec, là. Le Canada aussi parfois, qui se fait des amis un peu partout pour aller récupérer des semences, parfois même aux États-Unis puis en Europe, puis elle retrouve ça dans sa boîte aux lettres. Elle a un plaisir fou à dire, tout d'un coup, il arrive quelque chose que je dois semer, je sais même pas c'est quoi, ils ont pas mis de notes, et j'essaye ça à mon jardin. Là, elle a cultivé plusieurs acres de terre pour pouvoir avoir son entreprise. Puis là, c'est toujours des liens avec des graines, des semences qui se transmettent depuis plusieurs générations, que des gens redécouvrent. Ils ont ça dans le fond d'une enveloppe, d'un caveau. Qu'est-ce que c'est? Puis là, elle remet ça de l'avant et elle préserve la biodiversité. C'est son rôle. Elle veut sauver des lignées génétiques qui seraient sans elle, justement, disparues avec le fait qu'on les cultive plus depuis nos grands-mères. Donc, je reviens au livre publié chez Québec Amérique parce que l'autre qui est semblable publié chez Éco-Société. Le nouveau livre est vraiment très intéressant de par son contenu, son format qui est tout petit. Mais justement, on pourrait avoir l'impression que c'est juste un petit guide. C'est pas un guide. Ça aurait pu être dans un format plus avec une couverture cartonnée, là, quelque chose comme des contes. Tout à l'heure, j'en parlais. Pour avoir cet attrait-là, ça se raconterait très bien à des enfants, à des jeunes. C'est des histoires qui mêleraient la science, la recherche, l'ethnobotanique. Moi, je suis friand d'ethnobotanique et qui amènent un petit peu plus des contenus encyclopédiques.
Si on parle, j'ai parlé un petit peu de son autre livre chez Éco-Société, Cultiver la mémoire, transmettre l'héritage de nos semences. Puis en 2024, ça c'était en 2022. Et en 2024, elle avait aussi publié Terre promise. C'est un guide pratique très complet sur l'art de produire ses semences. Elle souhaiterait qu'on arrête d'acheter simplement les semences, mais qu'on ait la capacité de un peu de survivalisme, mais pas juste, là, ça va dans ce courant-là, mais capable de reprendre des droits sur notre survie. Donc, produire nos propres semences pour passer à l'action concrète, puis ne pas mettre en danger nos espèces végétales. Oui, mais Monsanto, ils veulent pas ça. Monsanto et toutes les autres ne veulent pas, absolument pas. Puis ça, c'est problématique, là, mais on pourrait en reparler une autre fois. Oui. Comment leurs hybrides dégénèrent parce qu'ils ont été le produit spécifique de croisement pour donner la variété que tu mets en terre. Mais dès que tu commences à prendre de leurs semences, ben ça dégénère parce que c'est pas des produits qui sont fixes génétiquement. Raison de plus de retourner vers ces vieilles graines et absolument. Légumes ancestraux, voilà. Oui. Puis le livre va nous aider parce que il nous donne le goût de faire ça. Il nous donne le goût de passer de la terre à la table en plus à travers ces histoires-là. Donc, ça nous parle je vais vous en nommer quelques-uns. Peut-être que vous en connaissez. Le célèbre melon de Montréal. C'est le premier qui viendrait en tête. C'est ça. Alors, lui, on le connaît. Il a commis c'est un peu la vedette des semences patrimoniales. Il a fait la fierté de la ville de Montréal au siècle dernier. Je vous parle du cocombe Tantalis, si prolifique et... Ils ont arrêté d'exister, ces variétés, en fait. C'est ça. C'est qu'il n'y a plus personne qui les reproduit. Et ce qu'on va apprendre, j'étais vous en parler plus loin, mais je vais le dire tout de suite, c'est que chaque semence a une date de péremption. C'est une longévité. Il y a certaines semences qui vont être juste de quelques années. Donc, si tu les replantes pas, ça meurt, tout simplement. C'est ça. Et tu perds la variété. C'est des espèces annuelles habituellement qui font ça. Je vous parle de quelque chose, le lin textile aussi qu'on avait au Québec, mais avec fleurs blanches. On l'aurait perdu complètement. Elle est toujours à la recherche de ça. Elle a trouvé des variétés semblables, proches, aux États-Unis, au Canada, mais pas encore le lin textile à fleurs blanches qu'on avait ici, qui était à la base de tous nos vêtements. L'échalote de Sainte-Anne qu'il faut planter le 26 juillet à la Sainte-Anne. Ouais. Ou encore la patate bleue des îles que je ne connaissais pas. J'ai été très heureux d'apprendre sur l'histoire. Semble-t-il le plat national des Madelinots, le plat national si on considère que c'est une nation, mais des Madelinots, la patate bleue avec du poisson ou des fruits de mer, et c'est en train de disparaître complètement, cette patate bleue-là, très riche, très goûteuse. Alors, pour l'autrice, c'est vraiment pas juste des plantes. Quand on sort de cette lecture-là, c'est des témoins de notre survie. Donc, c'est un livre qui va mélanger habilement des récits historiques, comment ces plantes sont arrivées ici, pourquoi elles ont été délaissées par l'industrie. Il va aussi avoir des conseils de culture, parce que c'est vraiment l'experte dans la matière. Elle nous dit comment les chouchouter, comment les cultiver, quand les partir. Puis j'ai vraiment apprécié, comme je disais tout à l'heure, là, les informations rares qu'on a en tant que jardinier sur la longévité des graines, si on veut justement nous-mêmes apprendre à conserver les semences. Là, je fais le lien avec les autres livres il faudrait aller voir les autres précisions. Puis des recettes pour pouvoir les utiliser. Alors, je vous nomme... Pour terminer, peut-être une petite histoire ou deux. Il nous reste un peu de temps, Brian. Oui. Ben, peut-être que vous connaissez le chénopode blanc qui envahit nos jardins si vous cultivez, mais qui envahit aussi nos bacs à fleurs, mieux connu souvent sous le nom son nom de malfaiteur ou de mauvaise herbe, le chou gras. Ah oui. Et qu'on a ça chez nous. Ah oui, ça. C'est une plante... C'est la grosse affaire, là, on appelait ça. Non, ça n'a pas l'air d'un chou, mais c'est une plante qui a une... C'est une affaire qui monte, là. Ça, je connais pas. Qui a des feuilles qui ressemblent à des épinards. Justement, on peut l'utiliser pour remplacer nos épinards. C'est très bon. On a fait le test déjà. Mais ça se mange. Ça se mange. C'est une plante qu'il y a partout, là, dans les craques de trottoir. On la voit partout en ville. Mais pourquoi, justement? Parce qu'elle fait des milliers de graines, cette plante-là. Et les graines peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Ah oui. Donc, elles peuvent se promener, ruisseler, et tout d'un coup, ils trouvent le milieu propice et elles germent. C'était une plante de dépannage pour nos ancêtres. Ils s'en servaient quand il n'y avait plus rien dans leur caveau et qu'au printemps, ça tardait. Ils mangeaient moins de pissenlit ici qu'en France. Et donc, le chénopode blanc, le chou gras, était le premier légume qu'on prenait, et on faisait avec ça
une excellente soupe qui s'appelait la soupe à la poulette grasse. Wow. Et en fait, c'était une soupe de pauvre, là, parce qu'on n'avait plus rien du tout, mais une soupe de subsistance. Il y avait quand même Il n'y avait pas de poulette. Oui, il y avait les vitamines de ce légume-là. Hey, wow. Très intéressant. Sinon, aussi une histoire de rencontre avec un jardinier roumain qui l'a fait à Montréal dans un jardin communautaire où ce jardinier-là lui a transmis la fève Fideluza, une fève de son patrimoine, de son héritage, puis qu'elle-même, elle a entretenu comme l'héritage maintenant des néo-québécois, parce qu'elle dit c'est à travers une histoire là, complètement émouvante. Juste cette histoire-là, moi, ça m'a bouleversé. Qui a ramené ce légume-là et qui a continué à le développer ici, à l'entretenir puis à le manger. Alors, ça vaut la peine pour ça. Et je terminerai avec, disons, l'autre vedette après le melon de Montréal, la tomate. Oui. Mémé de Beauce. Ah! Elle a-tu un look un peu... difforme, oui, cœur de bœuf, grosse, côtelée. Ouais. C'est celle qu'on peut prendre pour bien remplir son hamburger, là, parce que c'est vraiment des tranches très, très grosses. Mais c'est qui cette fameuse grand-mère Mémé? Qui est Mémé, la beauté? Justement, ça va avec son histoire, Brian. C'est qu'on a trouvé à Saint-Joseph-de-Beauce, c'est un monsieur Lessard. Il faisait de la rénovation de sa maison, une vieille maison ancestrale, et en levant une planche, il trouve une vieille enveloppe. À l'intérieur, environ 300 semences. Il les met en terre. Wow. Et c'est-tu lui qui les a mis en terre? J'ai un petit blanc. Mais on les a mis en terre. Je pense qu'il avait pris des précautions. Et il y a seulement 3 plants qui ont germé. Ce qui est exceptionnel parce que c'est plus 4 à 10 ans qu'un plant de tomate peut germer. Et donc, les 3 plants qui ont réussi à germer sont devenus les nouveaux parents de tous les milliers maintenant de plants de Mémé de Beauce. Tous ces plants-là qui sont vraiment très appréciés. C'est un patrimoine génétique assez limité, si on se croirait dans la famille royale anglaise. Mais semble-t-il que chez les plantes, surtout chez les ça tomates, ça dérange moins. Okay. Oui, ça dérange moins. Et donc, pourquoi Mémé? Je vous le dis pas. Alors, vous irez voir, mais ça a un lien avec, pas du tout une grand-mère de Beauce, mais ça a plus un lien avec la lignée des Lessard, vous irez voir tout ça. Wow! J'ai, pendant la pause musicale, avant ton entretien, Simon, j'ai retrouvé l'article que j'avais consacré à Lynn Bellemare. Écoutez, on est dans le numéro de été 2019 du magazine d'Histoire et Patrimoine Continuité, et je me rappelais de ce qu'on appelle le lead, donc l'amorce du texte, et lors d'échanges avec Lynn Bellemare pour le moment de l'entrevue, le texte, c'est « Ils nous ont enterrés. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. » Oh. C'est un joli proverbe mexicain qui apparaît à la fin de chaque courriel de Lynn Bellemare. Excellent. Donc, mais imagine comment c'est excitant. Tu trouves des graines dans les greniers de ton grand-père, puis tu te dis qu'est-ce qui va sortir. Oui. Puis comment ça va être. Wow. Alors, en conclusion, je vous dirais que c'est un nouveau titre très intéressant qu'on peut aller chercher justement si on a des attraits pour les variétés patrimoniales ou on veut faire un petit acte de résistance culturelle, biologique, puis qu'on refuse l'uniformisation des goûts, puis qu'on veut faire vivre génération après génération ce qui a mené nos ancêtres à survivre, là, finalement, parce que c'est plein de choix sur des dizaines, des centaines d'années, des choix du plus fort, du mieux adapté, du plus savoureux. Ça, c'est un héritage qu'on pense pas. Alors, je vous invite à revoir tout ça avec Cultiver la mémoire, les belles histoires de nos végétaux menacés aux éditions Québec-Amérique de Lynn Bellemare. Et si vous désirez peut-être en apprendre un peu plus, je vous invite à écouter le balado qui vient juste de sortir de Mathieu Hodgson, qui a fait une entrevue justement avec Lynn Bellemare. Alors, ça se trouve très bien. Mathieu Hodgson, je le disais en début d'entrevue, que nous avions reçu ici même en entrevue pour les arbres et arbustes. C'est le nouveau jardinier paresseux. Exactement. La relève de son papa. Très belle relève de son père. Et puis mentionner juste rapidement aussi, parce que ça m'a fait un flash, le melon de Montréal, c'est aussi un des personnages principaux du dernier roman d'Éric Dupont, La ricaneuse. Donc, c'est une histoire de survivance du melon de Montréal aussi. Donc, si vous voulez vraiment vous pencher dans la fiction, ça aussi, c'est très intéressant comme roman. Bon, alors, merci Simon M. Poulin. On poursuit cette émission. On revient avec Brian Saint-Louis qui nous parle de 15 secondes de gloire.